Je pense que si on pose la question à Comex, que pensez-vous de la dette technique, ils s'en fichent. Ça serait criminel de notre part de dire que le MFA, c'est pas bien. Le MFA, c'est pas parfait. Le MFA va pas protéger l'arnaque au président. Le socle, le NDR, les choses comme ça. Pour moi, ça, c'est les bonnes pratiques. Un utilisateur, c'est un actif d'entreprise comme un PCI, comme un serveur. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission des tables rondes des experts, l'émission Risque Intel Média axée sur la cybersécurité. Ce soir, on est en partenariat avec WithSecure et on va parler de la thématique suivante, gérer ses identités et sa dette technique, mission impossible. Pour ceux qui nous suivent à distance, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner si vous voulez continuer à regarder nos contenus. Avant de commencer cette émission, je vais permettre à nos invités de pouvoir se présenter à vous et je vais donner la main à Julien Courtemanche. Bonjour à tous, moi je suis Julien Courtemanche, je suis consultant avant-vente pour l'éditeur de cybersécurité WithSecure. Je me qualifie comme un vulgarisateur, c'est-à-dire que je n'explique pas des choses compliquées à des experts, moi j'explique des choses très simples, le plus simple possible à des gens qui ont besoin d'être sensibilisés dans la cybersécurité. Ah bah c'est super, c'est tout l'ADN de l'émission. Et bien c'est pour ça que je suis là. Alors, David Patrinsky. Bonjour, David Patrinsky, donc, je suis DSI pour l'entreprise Nolé, entreprise familiale dans la négoce de matériel électricité. On a 11 agences, on est répartis en région Normandie et Île-de-France. Voilà. Et la cybersécurité est un vrai sujet de l'entreprise, d'où ma venue en juin dernier dans cette entreprise. On a également Grégory Chevalier. Oui, bonjour, donc Grégory Chevalier, je suis le DSI du CNPP. Le CNPP, c'est le Centre national de prévention et de protection. On est un acteur de référence en prévention et maîtrise des risques sur l'ensemble des risques, aussi bien incendie, santé, sécurité au travail, que cybersécurité, climat, environnement. Et tout ça autour de 3 grands pôles, le conseil, la formation, le test, l'inspection et la certification, et ainsi que l'édition et presse, puisque nous avons une maison d'édition. Et Jérôme Etienne. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis RSSI groupe du groupe Rocher, groupe familial de cosmétiques végétales, dont la marque Yves Rocher. Et mon but, comme tout groupe CISO, c'est de s'assurer que le métier puisse continuer de faire du business florissant en toute sérénité, sans avoir de cyberattaque. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai envie de commencer cette émission par l'actualité de Free. Je sais, on en parle beaucoup, mais il s'avère que ça colle également avec l'émission de ce soir, donc je me suis dit pourquoi ne pas revenir dessus. Alors pour revenir sur quelques éléments, donc on soupçonne une compromission d'identité d'être le vecteur d'entrée de la fuite de Free, qui a vu d'ailleurs partir dans la nature près de 5 millions d'IBAN. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire, c'est un hacker qui aurait apparemment que 17 ans, donc c'est quand même assez jeune. Hein. Il aurait accédé à l'accès OpenVPN d'un salarié, puis aurait petit à petit trompé d'autres collègues et grimpé en privilège. Donc on est vraiment dans le cœur de la question des gestions des identités. Cette affaire est-elle un exemple de mauvaise gestion des identités ? Julien. Alors déjà, si on regarde les ingrédients, on a parlé de quoi? Un serveur OpenVPN, c'est quoi? Ce qu'on appelle un edge device, un serveur de bordure. Donc ça veut dire que c'est un service exposé, d'accord? On a de l'identité, compromission d'identité. Si tu prends ces ingrédients, on ne va pas tirer sur Free forcément ce soir, mais si tu prends ces ingrédients, c'est à peu près 50% des rétextes de cyberattaque. Compromission d'identité, edge device, service de bordure. On rajoute un petit peu un ingrédient, je ne sais pas moi, par exemple, des vulnérabilités, une exploitation de vulnérabilité. Là, tu es à peu près à 80-90% des cyberattaques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une faiblesse de Free, c'est une faiblesse globale, d'accord? C'est la recette des cyberattaques. Maintenant, moi, je m'appelle Julien Courtemanche. Quand je me balade en Europe, dans l'Europe communautaire, j'utilise un document qui s'appelle une carte d'identité. Il y a marqué ma petite photo dessus. Alors, par exemple, Grégory, on se connaît, on travaillait ensemble déjà. Il n'avait pas besoin de ma carte d'identité pour me reconnaître. Par contre, si je sors d'Europe, on va me demander un truc qui s'appelle un passeport biométrique, où il y a mes 2 doigts dessus sur une carte puce. Si je me pointe, par exemple, aux États-Unis, on va, peut-être pour certains endroits ou certains autres pays, on va me demander un visa. Donc, ça veut dire que si je suis dans ma zone de confiance, on me demande ma carte d'identité. Si je ne suis pas dans ma zone de confiance, on me demande plus d'informations. Voire même, si je fais, je ne sais pas moi, Chine, Russie, Iran, on va dire en un mois, et après je me présente à la frontière aux États-Unis, on va me poser beaucoup de questions. Oui. Beaucoup de questions. Peut-être même me faire sortir de la file. Donc concrètement, on a une zone de confiance où j'ai besoin de peu d'informations et une zone où il n'y a pas de confiance, on a besoin de plus d'informations. Ça, c'est le monde réel. Ce n'est pas très compliqué de comprendre que dans notre monde numérique, on a le même problème. Donc ça veut dire que globalement,
nos amis de chez Free, ils ont confondu zone de confiance et zone, on va dire, sauvage. Donc là, globalement, enfin, eux, ils sont free, ça veut dire libre en anglais, donc globalement, ils considèrent peut-être qu'Internet est une zone libre, mais ce n'est pas une zone de confiance. Ouais, après, je dirais aussi dans cette histoire, il y a aussi des questions à se poser. Enfin, pareil, tout est potentiel, mais si je résume, donc un jeune de 17 ans potentiellement aurait accédé à des données en utilisant le compte de quelqu'un d'un accès OpenVPN, aurait trompé des collègues pour monter en privilège. Bah, de là, je pourrais me dire déjà, est-ce que c'était un accès à une identité d'un prestataire ou, qui travaillait toujours pour Free, ou est-ce qu'il est parti et qu'on aurait oublié de désactiver ses accès. En même temps, il a pu tromper des collègues pour monter en privilège. Peut-être des questions autour du social engineering, c'est un peu la base aujourd'hui d'attaques qui sont très simples mais très redoutables. Hein. Du coup, on augmente. Est-ce qu'il y aurait pareil aussi de la gestion des identités, comme là, c'est le cœur du débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait exactement quel type chez Free, les accès VPN, quel type de droits sont donnés? Est-ce qu'il n'y a pas trop de droits? Depuis des années, comme on travaille tous dans la cyber, on parle toujours de moindres privilèges. Donc voilà, ça pose un peu toutes ces questions. Est-ce que toutes ces basiques, cette gestion des moindres privilèges était bien donnée, la sensibilisation des collaborateurs, cette gestion d'identité, est-ce qu'on aurait oublié de couper un accès? On peut se poser toutes ces questions-là. C'est vrai que tout ce qui est accès VPN, nous on en a pour les fournisseurs, si tu ne fais pas le tri, et puis des fois ils les laissent en permanence monter, ouverts, donc c'est des potentielles failles. Après, un utilisateur qui est dans le train, comme tu disais, qui voyageait, il n'a pas d'écran de confidentialité, il monte son VPN, il suffit qu'il y en ait un qui est derrière, qui chope le mot de passe, etc. Là tu l'as, je veux dire, c'est compromis. Des accès VPN, on en a tous aujourd'hui, télétravail, il faut... Tu mets un doigt sur quelque chose, celui du télétravail. Il s'avère qu'à la suite de cette histoire, Free a décidé en fait de couper, diminuer, voire supprimer le télétravail. Moi, ma question elle est simple, parce que vraiment c'est le télétravail qui est problématique, ou ils avaient vraiment un problème dans la gestion de leurs identités. Et télétravail ou pas télétravail, finalement, on se retrouve dans la même situation. C'est le même problème, parce que globalement, c'est le même. Même si je pense que c'est globalement ce que disait Jérôme, c'est tu as vraisemblablement une zone de prestataire que tu as mis derrière un OpenVPN, tu n'as pas segmenté potentiellement l'accès à ton application, tu as accès à toutes les données que tu peux exfiltrer, alors que normalement ça devrait être profilé par utilisateur ou par type de prestataire. Tu n'as pas forcément une identité forte. Enfin, c'est pas le problème du télétravail. Hein, là. Pour moi, il y a des fondamentaux qui sont pas là, quoi. C'est le réseau, c'est la config de l'OpenVPN qui a pas été, qui était pas bonne pour moi. Je pense que. Ouais, effectivement, ça a pu mettre juste en exergue le fait que peut-être qu'à l'endroit une localisation de confiance était normalement la seule habilité à pouvoir se monter des VPN pour pouvoir accéder à des données aussi sensibles. Qu'au final, peut-être qu'ils avaient désactivé ça pour des raisons de convenance qui permettaient justement à n'importe qui, depuis n'importe où, n'importe qui, depuis leurs collaborateurs, depuis n'importe où, peut-être en télétravail, sans maîtriser exactement l'endroit, de pouvoir facilement se connecter, continuer de travailler. Donc s'ils ont arrêté ça, c'est peut-être que... Il y a peut-être aussi un manque de sensibilisation utilisateur aussi, parce qu'il y avait compromission, ils se sont fait passer, c'est ça, c'est ce qu'on a dit, ils se sont fait passer pour des gens de la société, donc... comme dans la cyber, il faut aussi accompagner les utilisateurs, les sensibiliser. Quand on reçoit des appels, quand on nous demande notre RIB, des choses comme ça, il y a peut-être des réflexes que chez Free, ils ont oublié de faire parce qu'ils avaient d'autres choses à faire, ou je ne sais pas, mais... Oui, c'est ça. Ou alors, ils sont rentrés directement dans un mode un peu plus gestion à la papa, on fait plus confiance, et il manque justement, peut-être, comme tu disais, des zones très clairement définies entre quels sont les prestataires ou les utilisateurs ou même nos propres salariés à qui on va faire confiance et ceux à qui on peut moins faire confiance et auxquels on va rajouter des matrices d'habilitation un peu différentes ou des choses comme on pourrait voir dans une revue des droits ou d'aller plus loin en fait dans l'habilitation en fait de chacun de nos salariés à l'accès au SI. En tout cas, il ne faut pas croire que la plupart du temps, parce que tu caches une application derrière un VPN, parce que cette application, elle est sale, elle est mal designée, elle est mal gérée, donc tu ne peux pas l'exposer directement à Internet.
faut pas croire que mettre juste un VPN derrière, ça règle ton problème. Oui. C'est juste, tu as mis un fusible, un petit retardateur. Souvent, quand il y a des rétextes de cyberattaque ou quand les entreprises communiquent sur la cyberattaque, on va essayer d'un peu complexifier. Genre, on va utiliser des termes, c'était une attaque très pointue ou des choses comme ça. Ouais. Et là, on retrouve un peu ce vocabulaire en disant oui, après derrière cette première compromission, il y a eu un travail de social engineering. Oh, souvent, c'est plus simple. Hein. Tu rentres sur le VPN, tu rebondis sur l'application qui est juste derrière, tu fais ton exfiltration et c'est fini. Mais ça rassure un peu plus de rendre la chose un peu plus offusquée, un peu plus Ça complexe. donne l'impression que c'est pas de leur faute en fait quelque part. C'est de dire en fait c'était Ça tellement noie le complexe poisson, qu'on quoi. pourrait pas faire, on n'aurait pas pu faire autrement en fait. Il y a quelqu'un qui pose une question, alors je sais pas si on a la réponse, mais cela dit moi je vais un peu la reformuler. Donc Bentabia qui disait savons-nous s'il y a eu du bring your own device? Ça je ne sais pas si vous savez. Mais est-ce que vraiment avoir son own device ou pas, ça aurait changé? Parce que pour moi, je reviens sur vraiment, on est sur la gestion des identités. Donc Alors, et tu le disais justement, si on n'a pas les bonnes... C'est ça, en fait, l'identité n'est pas que la personne. On va pouvoir aussi identifier le device qui va se connecter, et donc on va faire la gestion des identités aussi bien sur la personne physique et l'ordinateur ou même le bring on device qui est plus ou moins accepté suivant les structures et suivant aussi l'endroit où on va vouloir se connecter. On va spécifier et valider la connexion de cette device à son SI. Le device est un deuxième facteur d'authentification. Et également troisième. l'identité, en fait. C'est pas uniquement un facteur d'authentification, c'est pas du MFA, c'est aussi une identité que va pouvoir valider ton SI en fonction de différents critères qu'on va pouvoir mettre. Et on va pouvoir aussi se retrouver en se demandant est-ce qu'ils ont coupé ça parce que leur application qu'ils avaient cachée derrière on accédait derrière le VPN, est-ce qu'elle était aussi dans l'air du temps? Et donc, est-ce que l'identité qu'on avait besoin pour accéder à l'application permettait de rentrer l'ensemble de ces critères? Et donc, on va sûrement se reposer la question, est-ce que on n'a pas arrêté ils n'ont pas arrêté complètement le télétravail parce qu'ils n'étaient pas en capacité de valider l'ensemble des critères qu'ils avaient pu mettre? Ok, je comprends. Donc en fait, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Donc ils se sont dit pour l'instant, on l'arrêterait le temps de... Ça peut être une option, effectivement. Ou alors c'est un effet d'annonce et ça fait propre pour Alors, cacher sous le tapis. Pour l'effet d'annonce, c'est un effet d'annonce, mais ce n'est pas les seuls. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on voit des entreprises demander aux travailleurs, mais ça c'est un autre sujet, de revenir on-premise. Alors, on avait regardé justement le Ransom Landscape de WithSecure, donc 2024, qui pointait du doigt notamment, que tu en parlais un petit peu Julien, que la méthode de pénétration les plus courantes observées dans le rapport, ça va être justement la compromission des identités. Est-ce qu'on peut parler très très concrètement pour notre public, c'est quoi les conséquences d'une mauvaise gestion des identités sur la surface d'attaque? Déjà, est-ce que tu veux qu'on explique ce que c'est que la surface d'attaque? Tout à fait. Ok. Il y a un adage qui dit « pour vivre heureux, vivons cachés ». Donc la surface d'attaque, c'est ce qui va nous rendre malheureux parce que c'est ce qu'on va être obligé de montrer. Parce que globalement, si tu veux faire de l'activité pour l'entreprise, tu es obligé d'avoir des flux. Tu es obligé d'avoir des échanges. Tu es obligé de servir des services web. Tu es obligé peut-être de mettre ton CRM dans un SaaS ou des choses comme ça. Ça, c'est ta surface d'attaque technique. Et presque, on pourrait, en faire presque une équation de cette surface d'attaque en disant, telle technologie, il y a beaucoup de vulnérabilités, voilà l'impact. Donc en fait, tu pourras additionner toute ta surface d'attaque technique et dire, moi, j'ai une valeur de temps en surface d'attaque. Ça, c'est presque linéaire. Plus j'en montre, plus je vais avoir potentiellement des problèmes. Sauf que tous ces services que tu as, par exemple, je parlais de mon CRM ou de mon M365, ils vont utiliser une identité. Donc ça veut dire que tu vas considérer que tu as un facteur K quelque part avec ta surface d'attaque que tu vas multiplier par 400, 500, 600, 800 utilisateurs. Et si tu en compromets un, tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Donc ça veut dire que quand tu regardes cette mise en équation, qui est souvent gérée uniquement comme un problème technique, en réalité, si tu ne prends pas le facteur identité en compte, tu as raté plus de la moitié du problème. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que l'identité, et surtout les identités qu'on a fédérées, parce que ça nous arrange, c'est plus facile à gérer, on va dire, un compte que gérer 800 comptes. Donc, on a fédéré les comptes des utilisateurs. Sauf que derrière, aujourd'hui, cette identité que tu as exposée à Internet comme tes services, il faut la gérer comme tes services. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement gérer ça sur un problème technique. Ouais, puis après, je dirais que tu disais pour vivre heureux, vivons cachés. Aujourd'hui, c'est difficile de continuer cet adage-là. Ouais. Aujourd'hui, on est obligé d'être visible. Parce qu'en même temps, si on cherche à cacher, c'est encore le meilleur moyen, la meilleure opportunité de donner envie à d'autres, essayer de nous trouver. C'est peut-être ce qu'a fait Free, d'ailleurs. Susciter l'intérêt. Peut-être. Mais en tout cas, comme tu disais, aujourd'hui, dans les identités, la compromission, c'est clair, c'est un peu le
c'est un Graal pour tout le monde. C'est la porte d'entrée, c'est la clé qui ouvre la porte et qui peut donner après accès à d'autres ressources. Donc aujourd'hui, ces identités qui sont compromises, souvent, dans les histoires qu'on voit aujourd'hui quand on fait de la veille sur le deep web, le dark web, qu'on retrouve des credentials, des identités volées, login et mots de passe, souvent c'est des gens qui ont quitté la société, qui se sont fait avoir via une attaque de phishing. Donc tout ça fait que ces surfaces d'attaque, je dirais qu'elle augmente quand une société oublie de gérer ses identités, de les rendre un peu plus tenaces, de bien faire du nettoyage, d'auditer régulièrement, s'assurer que les bonnes personnes, au bon moment, ont bien les droits d'accéder aux bonnes choses. Et tout ça, il y a une faille dans le système, fait que ça va donner une opportunité à d'autres de pouvoir l'exploiter. Moi, il y a un vrai sujet dans les entreprises, c'est la jonction entre les ressources humaines et puis le SI, en fait. C'est comment bien gérer ses entrées-sorties, en fait. Parce qu'en fait, on peut avoir les meilleures solutions du monde, mais si on a oublié qu'un utilisateur est sorti puis qu'on laisse le compte actif, il se passe que ce que tu as dit tout à l'heure. Et donc là, c'est la catastrophe. Pour moi, pour sécuriser, pour répondre à ces besoins-là, pour moi, il y a les solutions du marché qui sont soit onéreuses, et puis il y a des autres solutions qui sont pragmatiques. Moi, j'essaye d'être pragmatique dans l'entreprise, c'est que gestion des mots de passe, c'est-à-dire d'expliquer à un utilisateur que mettre son petit mot de passe sur l'écran avec un post-it, faut arrêter parce que si on fait venir du public, c'est pas de school. Mais pourquoi? Et puis lui dire demain, si on demande de changer ton mot de passe et de le complexifier avec des grandes phrases, etc., on t'embêtera moins souvent à le renouveler. Mais de l'accompagner, lui expliquer, il y a des petits softs là-dessus qui sont super bien. Et c'est des choses qui sont, pour moi, qui ne coûtent pas cher à l'entreprise et qu'on peut faire tout de suite. Comme on n'en a pas parlé, mais moi j'ai vécu une compromission avec un compte d'admin sur de la téléphonie, parce qu'on passait par un prestataire. Et puis le compte c'était admin 1, 2, 3. Bon, c'est top, quoi. Donc, mais on a beau sécuriser l'ensemble, mais si on ne fait pas tout l'ensemble de la chaîne, on ne dit pas à ses fournisseurs, voilà, les mots de passe admin, il faut me les changer, il faut me les complexifier. On aura beau parler de VPN, tout ce qu'on veut, d'EDR, toutes ces solutions-là, si on ne respecte pas les bases de la gestion d'identité, pour moi, on loupe déjà la moitié du train. Mais souvent, il y a un côté rassurant aussi de dire je vais traiter les problèmes par un problème technique parce que c'est un problème que je vais mieux maîtriser. Oui. C'est plus facile à serrer la vis. Et des fois, les solutions un système qu'un utilisateur. Sont plus complexes. Ce que vous dites, on se rend compte qu'en gros, la sensibilisation, c'est aussi un des premiers grands axes de la gestion des identités, puisqu'on va sensibiliser aussi bien nos salariés que nos prestataires, mais on va aussi les sensibiliser sur le fait de ne pas compromettre la société dans sa vie perso, où il ne faut pas utiliser les comptes de la société, il ne faut pas réutiliser les mots de passe, et ça passe peut-être sûrement par la sensibilisation. Je trouve que c'est un peu là-dessus que vous étiez en train de dire que la gestion des identités, il y a un pendant technique, mais il y a un pendant humain, avec les RH, avec le onboarding, le offboarding, mais aussi avec la sensibilisation. Pour moi, j'essaye toujours, ce que j'ai déployé en politique de sécurité, c'est que j'essaye d'apporter des solutions de sécurisation du SI et d'avoir un compromis entre l'adoption avec les collaborateurs sur ce qu'on va leur demander de faire, comment sécuriser, tu vois. Parce que demain, tu mets du MFA, si tu n'expliques pas à l'utilisateur, comment tu... Non, on n'est pas là pour complexifier leur vie. On travaille tous ensemble. Si on commence à avoir des appels dans tous les sens, on veut dire... Vous parliez justement de mots de passe, et ça colle avec la question de Hussein qui, je crois, est présent là, en bas. Donc, Hussein qui demande, les connexions sans mot de passe sont clairement le futur et déjà en place dans les grandes entreprises. Ne serait-ce pas tout simplement la solution? Et donc, il met entre des cartes à puce, par exemple. Je pense que demain, c'est le devenir, oui, parce que les mots de passe, ça va faire... Ça a fait son temps. Maintenant, on peut pas passer. Moi, c'est mon avis. On peut pas passer du tout mot de passe à plus de mot de passe. Je pense que déjà entre deux, il y a le premier outil qui est le MFA qui accompagne à ça. Cette combinaison. Voilà. Ouais. Avant d'arriver sur du biométrique, du tactile, des choses comme ça. Et pourquoi c'est un problème technique
ou c'est un problème d'adaptation? Un peu les deux. Ça a un coût. Enfin, il faut déjà avoir une caméra, etc., ou avoir ce qu'il faut sur les PC. Puis il faut aussi que le système derrière puisse recevoir cette nouvelle identité. Parce qu'on va se retrouver avec des applications. Comme les clés à signature, c'est un coût. Et puis il faut que, comme tu dis, les systèmes puissent le prendre en compte, quoi. Donc je pense qu'on ira. Pour moi, ça serait idiot de dire l'inverse, hein, mais entre tout ou rien, il faut déjà faire une transition et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et tu as un grand écart qui est énorme aussi. C'est-à-dire que concrètement, tu as des gens aujourd'hui qui ont étendu leur identité et qui l'ont mis typiquement dans des Entra ID, des choses comme ça, donc qui ont sorti l'identité de l'entreprise, d'accord, et qui ne se sont pas du tout posé la question de quel challenge allait relever. Donc ils ont fait en fait, ils ont mis la D dans le sas, à peu près, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est des gens qui sont très pragmatiques, hein, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'avancer parce que c'est comme ça. Il faut qu'ils délivrent, on va dire, un service. Tu peux le retrouver, on parlait de sous-traitance, des choses comme ça tout à l'heure, tu peux le retrouver là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te retrouver, toi, entreprise bien établie, avec des 3 têtes bien faites qui vont développer une gouvernance qui tient la route. Sauf que tu vas travailler dans ta chaîne de sous-traitance avec des gens qui ne sont pas alignés comme toi. Sauf que tu as besoin de ces sous-traitants et tu ne peux pas complètement les couper du jour au lendemain. Il faut que tu les accompagnes. Sauf que si tu as choisi de prendre ces gens comme des sous-traitants aujourd'hui, c'est que le modèle économique fait que c'était plus intéressant que de le faire en interne. Donc il faut trouver le juste milieu, parce que si toi tu fais un truc parfait en interne, tu vas te retrouver potentiellement avec quelqu'un qui va rentrer sur ton OpenVPN où tu n'as pas mis de MFA et des choses comme ça qui vont rentrer. Alors, non, mais juste pour dire, c'est clair qu'aujourd'hui, le couple login-mot de passe, il tend à disparaître. Par contre, je pense que cette transition ne va pas être l'année prochaine. Ça va prendre quelques années. Ouais. En même temps, comme on disait, il y a besoin aussi d'adapter les systèmes. Alors, là, le sujet, c'est aussi la dette technique. Donc, il faut être sûr que tous les systèmes soient à jour, complètement, arrivent à parler avec des protocoles finaux d'eux. La dette technique. Ouais, la dette technique, c'est une bonne question. La dette technique, on peut la définir en disant que on a décidé de garder un système obsolète qui n'a plus capacité d'évolution, qui reste figé dans un état. Matériel, un système qui va être figé dans un état qui ne peut plus évoluer. Et on est obligé de vivre avec ça dans un écosystème qui n'arrête pas de changer. Donc là, soit il faut faire une bulle, l'isoler, ou alors soit il faut le migrer. Oui, mais pour l'isoler, il va falloir quand même y avoir accès. Donc à un moment, on va se retrouver pareil à mettre des systèmes de sécurité, un VPN, ou un bastion, ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Dans lequel on va aussi avoir une identité à gérer. Et on va se retrouver avec, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut rentrer jusque du MFA? Est-ce qu'on peut aller plus loin avec de la biométrie? Et c'est vrai que ce système de dette technique, on est quasiment confronté en permanence avec, puisque nos sociétés ne sont pas des startups, donc on n'a pas la chance de prendre le produit sur étagère qui est dans le clou, dans SaaS ou complètement neuf, et puis de se dire, non, c'est bon, j'achète la dernière solution du marché, et puis je rentre avec mon identité top. Et on est là à prendre des anciens systèmes, à essayer de les faire migrer parce que la société repose dessus. On parlait de RP, on parle de solutions qui sont le cœur du métier de nos sociétés. Et il va falloir quand même qu'on arrive à ce que les utilisateurs l'utilisent, se loguent et donc s'identifient. Et donc la technique à prendre en compte, ça reste un gros sujet. Et ça implique de faire de la gestion de risque aussi. Oui. Que concrètement, tu as pris... C'est juste un équilibre que tu as créé entre un choix d'investissement ou un choix de conserver quelque chose au regard d'informations que tu avais. Combien ça va nous coûter, quel risque ça engendre, quelle adaptation je devrais mettre en place et combien de temps on peut le garder. Sauf que la décision que tu as prise, elle est valable le jour où tu as prise. C'est-à-dire que c'est demain, peut-être que ton serveur Java, quelque chose comme ça, il va avoir une vulnérabilité, Log4j, Log4shell, qui va le mettre en péril. Donc ça veut dire que cet équilibre, on va dire cette analyse bénéfice-risque que tu as prise, il faut que tu continues à la faire vivre. Ouais. Et tu l'as aussi sur le matériel. Des fois, tu choisis un matériel ou un équipement, et puis 3-4 ans après, tu dis, mince, c'était pas le bon, et il n'est pas suivi, ou il y a une faille, ou je sais pas quoi, et là, il faut tout revoir. Alors, Nicolas pose la question, si vous relevez une menace sur un compte utilisateur, êtes-vous en mesure d'y répondre, et comment, en cloud et en premise? Alors, tout à l'heure, je prenais le parallèle en disant, sur mon passeport,
j'ai de la traçabilité et je suis capable de dire que je suis passé en Chine, que je suis passé en Iran, en Russie. On sait faire des choses comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait analyser, grâce au machine learning, on va utiliser des mots à la mode, on sait analyser ce qui est de l'ordre du normal et de l'ordre de la déviation du standard, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire. Des choses tout bêtes que tout le monde peut comprendre. C'est les fameux voyages impossibles. Je ne peux pas être physiquement sur Paris et me déplacer à 800 km en moins de 30 minutes. Tout à l'heure, Grégory parlait d'appareils. Un utilisateur qui a l'habitude d'utiliser un appareil, s'il change d'appareil du jour au lendemain, alors soit c'est parce qu'on lui a fourni un nouvel appareil, ou soit parce que c'est plus le même utilisateur. Donc on sait faire des choses. Qui sollicite une machine en permanence que d'habitude, il n'y a pas de raison. Une station entre un serveur ou une autre station qui la sollicite en permanence. Ouais, tout ça, c'est des signes qui font que méfiance, quoi, en fait. Ouais, puis après, on a des exemples concrets, beaucoup d'autres sociétés où l'on l'a implémenté, c'est sur les accès de messagerie, comme Office 365, qu'on doit pouvoir accéder depuis n'importe où, pour nos collaborateurs. Clairement, des alertes sont mises en place. Si je suis un utilisateur français, je me connecte 99% de mon temps, on va dire, depuis la France. Si j'ai un accès ailleurs, ça peut être parce que je suis en voyage d'affaires, en voyage, en vacances tout personnel. Donc là, effectivement, ça doit lever une alerte. Ou alors aussi avoir d'autres alertes, comme tu disais, nouveau device, est-ce que c'est normal? On le voit avec notre banque, qui aujourd'hui, dans le côté personnel, tout le monde commence à voir, à comprendre que quand il y a un nouveau équipement, un nouveau qui cherche à se connecter, on reçoit une alerte, on a les grands du web qui le font. Donc tout ça, c'est ce qui permet aussi aux gens et puis aux sociétés d'augmenter sa sécurité dans des trucs, je dirais, un peu basiques, puisqu'on le voit de côté personnel, pour avoir le premier vecteur de il y a une activité bizarre sur une connexion. Ton exemple des banques, il est hyper intéressant parce que ça reste on va dire une activité où on est encore identifié par des digits. Moi, j'ai une banque, c'est 8 digits. Alors, 8 digits, ça fait à peu près 100 millions de combinaisons possibles. Sauf qu'en réalité, la majorité des gens, ils vont utiliser une date qui leur est contemporaine. Donc là, tu descends à potentiellement 36 000 possibilités. Si je te fais un peu de social ingénierie, pour 20-30% des gens, je vais te retrouver 5 ou 6 dates possibles. Il suffit de me mettre sur Facebook, regarder des anniversaires, les dates de mariage, choses comme ça. Donc je vais te réduire un scope d'un truc de 100 millions à potentiellement 15 possibilités pour énormément de personnes. Sauf qu'en fait, si tu regardes aujourd'hui, parce que ce milieu du bancaire a des réglementations qui sont assez fortes, les arnaques bancaires, c'est pas je vais te voler ton accès, je vais te voler ton accès à ton compte bancaire. C'est pas comme ça que ça se passe une arnaque bancaire. Donc même avec un mot de passe qui potentiellement est très faible, on a réussi à sécuriser en mettant des moyens différents. En fait. Alors c'est intéressant, ça ressemble à quoi une arnaque bancaire? Une arnaque bancaire, je vais me mettre en proximité. Vous voulez en parler parce que vous vivez ça au quotidien avec vos dirigeants. Non, mais tu étais parti. Non, mais c'est vrai que vous êtes plus sur le terrain que moi. Le mail de phishing, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une petite campagne dessus avec des mails de phishing qui demandent veuillez me contacter, je suis tel endroit, j'aurais besoin de vous parler rapidement, envoyez-moi votre numéro. Et donc là, on parle plutôt de l'arnaque au président, mais c'est vrai que le but, c'est derrière d'obtenir le changement d'un compte ou le changement d'un RIB d'un fournisseur ou d'un... Et c'est régulier, ça. Et c'est régulier, parce que ça peut arriver aussi même à nos clients où eux sont piégés par de faux mails reprenant notre identité visuelle, dans lequel ils vont réussir à se faire passer pour un service compta ou un service dans lequel on va proposer une prestation, et donc derrière ils vont recevoir des fausses factures et ils vont se faire piéger. J'ai connu le cas où il y avait un fournisseur, il y a eu une rétro-engineering assez forte auprès de lui en se faisant passer pour la société, et ça a été jusqu'à la compromission de l'entrée de notre RIB dans son SI. Ouais. Bon, après on s'écarte un petit peu plus du mais c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est... Tu peux le relier à l'affaire Free, parce que quel est l'impact des fuites de données? Les impacts de fuite de données, ça peut être du credential stuffing parce que je vais identifier des mots de passe à la mode, des choses comme ça. Quel est l'impact potentiellement d'une fuite de données majeure avec des coordonnées bancaires, des choses comme ça? C'est que je vais pouvoir faire de l'ingénierie sociale là-dessus. Et je rebondis sur ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, ça, t'as beau avoir la meilleure solution qui te bloque, qui t'analyse tous tes mails, ça passe quand même.
Et donc, si tu n'accompagnes pas encore, je reviens sur le sujet, tes utilisateurs, Le côté humain. attention, voilà, vous risquez d'avoir ça. Si vous avez ça, la bonne méthode, c'est de faire telle et telle chose. Si tu fais pas ça, bah, tu te fais avoir en fait. Il n'y a pas d'iPhone gratuit. Si je reprends C'est ça. l'analogie, là, Y a pas qu'on vient de se d'iPhone dire gratuit. avec la partie free, là, où justement la partie de l'histoire où il a augmenté ses privilèges en trompant certains collègues, on peut se dire, est-ce qu'il aurait, le fait, on peut supposer qu'il a utilisé du social engineering en les appelant, en prétextant une urgence, quelque chose pour les. Ouais, ou un prestataire. Ouais. Voilà. Oui, ou Il manque peut-être une étape de validation. Enfin voilà, comment ça peut être aussi facile d'augmenter, de passer admin sans avoir une accréditation, une validation au tiers. Mais des fois, on pense à rendre les choses, à sécuriser et puis je veux dire, à rendre les choses compliquées. Et en fin de compte, des fois, les attaques viennent par des petites portes les plus simples, en fait. Voilà. Après, c'est vrai qu'on parlait de on-premise et on-cloud. En fait, on va vraiment avoir deux gestions un petit peu différentes, où on va se retrouver généralement avec des fédérations entre ce qu'on peut avoir sur place en on-premise et ce qu'on a dans le cloud. Mais après, on va avoir des incohérences dans les politiques d'accès, où il y a peu de facilité à faire descendre des politiques d'accès du cloud sur du on-premise, et même le on-premise a du mal aussi à discuter avec le cloud, et donc on va avoir une perte de temps et d'énergie à se dire il faut que je sécurise aussi bien en interne que je sécurise en externe. Et voilà, et peut-être qu'après quand on voit Free qui se fait attaquer, mais qu'une fois qu'il est rentré, il peut peut-être tomber sur une autre gestion des accès on-premise, et donc là avoir justement une facilité différente, parce qu'on va avoir la dette technique, on va avoir des systèmes obsolètes, et avoir cette gestion des identités plus faible. Alors, pour ma prochaine question, quels sont les risques spécifiques liés à la coexistence de systèmes IAM modernes et anciens ? Ça rebondit un petit peu sur des systèmes on-premise et des systèmes on-cloud, où sur le cloud, on va avoir des systèmes généralement un peu plus récents, on va avoir une facilité de mettre du MFA, on va être aidé par les grands acteurs, l'accès conditionnel, les accès conditionnels, des automatismes justement pour monter aussi en privilège, où il va valider qu'on a la bonne machine, qu'on a la bonne connexion, qu'on a la bonne IP, qu'on a la bonne région. On peut descendre assez bas en fait sur ces politiques d'accès. Et puis après, on va avoir sur les systèmes d'IAM anciens, où ça n'existait pas, puisque le télétravail, ça n'existait pas non plus avant le Covid, on n'en avait pas énormément parlé, donc on n'avait pas non plus cette idée de se dire on va devoir sécuriser des accès distants et surtout longs, parce que telle personne maintenant est en télétravail à 100%. Mais en télétravail sur une connexion non professionnelle. Donc on va se retrouver avec vraiment deux politiques d'accès complètement différentes à faire fusionner dans un temps assez court, parce que le Covid nous a laissé 2 mois pour dire du jour au lendemain, vous êtes chez vous, à 500 km de la société, et sans avoir non plus fait avancer notre technique. Ouais, puis après la coexistence de ces deux mondes, obsolescence qui par définition est dans un état qui ne peut plus évoluer, et autour d'un écosystème qui est moderne, qui travaille avec les dernières protocoles de sécurisation, on est obligé de les faire communiquer entre eux. Donc en face de nous, un système qui n'accepte aucun protocole sécurisé, que tout passe en clair, comme dit l'adage, la dureté d'une chaîne vaut que sur son maillon le plus faible. Là, c'est exactement ça. Donc, exposer un écosystème avec moderne et ancien, c'est exposer aux dire on sait que cette porte d'entrée, cette brèche, ça sera cette partie-là. C'est ce qu'on appelle faire du sale et moche, généralement, pour que ça fonctionne, effectivement. Ouais. Et après, il y a cette partie technique, mais après, même au niveau des charges opérationnelles, les équipes, là, on parle des identités, mais aujourd'hui, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait un maximum d'automatisation pour pouvoir créer des accès, couper des accès, provisionner des accès avec des demandes de validation. Quand on est confronté à devoir gérer un écosystème vieillot, on ne pourra pas forcément l'automatiser. Donc, les équipes devront gérer peut-être à la main. Donc, qui dit à la main, il y a plus de risques d'avoir des erreurs humaines, des oublis. On est tous des humains, on a droit aussi à des oublis, de la fatigue, donc il y a ça. Il y aura aussi cette mise à jour régulière à faire, alors que dans un système moderne, et puis tu parlais du cloud, cette mise à jour, cette hygiène régulière à avoir, on n'a pas à la faire. Et c'est le prestataire du cloud qui va. Et puis tu n'as pas le choix de toute façon. Ouais, puis après on n'a pas le choix aussi. Quand tu es en cloud. C'est pour ça que faut trouver le juste milieu qui correspond à son activité et puis son analyse de risque.
Alors j'avais une question qui m'avait été envoyée d'ailleurs avant l'émission, pour le coup, que je vais vous poser. Quel levier avez-vous activé pour éviter l'accumulation des droits obsolètes et garantir une gouvernance efficace du cycle de vie des identités au sein de votre organisation? Bon, ça, c'est une sacrée Pour garantir ça, déjà, tu dis, la première chose, c'est la gouvernance. C'est de s'assurer qu'on a une cycle de vie, enfin voilà, on a un flot qui vient alimenter une source autoritaire qui justement va nous dire qui sont les nouveaux arrivants, les nouveaux partants, pour faire plus simple. Oui. Qui doit accéder à quoi. Donc après, on se charge d'orchestrer avec nos systèmes d'identité au bon endroit. Donc, et si tout se passe bien, voilà, ça vit tout seul. Et puis après, pour éviter qu'il y ait eu un oubli dans cette source autoritaire, je dirais que on a mis en place des recertifications, enfin voilà, de faire en sorte de redemander au métier, redemander aux managers de vérifier que la personne a bien accès au bon endroit, enfin à la bonne application avec les bons droits, donc de recertifier ses droits. C'est ce qui va nous permettre d'auditer régulièrement et de garantir. Les droits d'administration aussi. Et les droits d'admin. C'est super admin, les isoler, les choses comme ça, va les réduire. Le cycle de vie du salarié, en fait, de l'entrée à sa sortie. En parallèle, une matrice d'habilitation pour justement, il va faire partir de tel service, donc il va avoir tel droit, telle identité au sein du SI. Et puis derrière, une revue ou un audit en fait des accès, donc aussi bien du salarié, mais aussi des accès admin, puisque un attaquant, c'est ce qu'il va vouloir essayer d'acquérir au maximum. Parce qu'une fois qu'il est admin, voilà, il a qu'à réussir à casser le SI. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un utilisateur. C'est un actif d'entreprise comme un PC, comme un serveur. En cybersécurité, on a un framework, on utilise souvent le framework du NIST, Identify, Protect, Detect, Response et Recover. Et puis on met la gouvernance au centre quand même, c'est important, sinon il ne se passe rien de bien. Le Identify, c'est ce que vous décrivez, c'est hyper important. Enfin, si le Identify il est en premier, c'est qu'on veut éviter le Recover, quoi. Donc c'est hyper important. Et il faut le gérer comme on fait des sorties de parc et des entrées de parc. Puis tu sais, c'est aussi le même mot d'ordre que les attaquants utilisent, identifier des informations sur sa victime, trouver dans les bases qui peut être la bonne victime à cibler, et ainsi de suite, quoi. Alors je voudrais qu'on passe sur le MFA. Alors, on a fait un sondage auprès du public. Le MFA est-elle la panacée? Donc, on voit quand même le résultat. On est sur 2135 votants pour la question suivante. L'authentification multifactorielle protège-t-elle du phishing? On a 11% qui répondent oui, 58% qui répondent non et 32% qui répondent ça dépend. Alors, ma première question, c'est déjà, est-ce que les chiffres que vous voyez vous semblent cohérents? Est-ce que ça vous semble logique, ce que vous auriez imaginé? Et puis la seconde, c'est qu'effectivement, dans les commentaires, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires, on revenait beaucoup, alors on en a parlé un peu dans cette première partie d'émission, mais on revenait beaucoup sur cette combinaison login, nom d'utilisateur, mot de passe, qui semble être pour tout le monde la fin. On est sur la fin. Donc première question, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Et deuxième question, revenir un petit peu sur cette combinaison login, mot de passe. On est tous d'accord qu'effectivement demain, ça sera de voir du passwordless. Oui. On l'a plus ou moins aujourd'hui avec nos téléphones où on tapote sur notre code PIN, c'est de la biométrie, c'est son empreinte, son visage. Windows Hello, c'est clair que ça simplifie la vie. Mais bon, aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, il y aura une transition, ça va mettre du temps parce que le login mot de passe, même Microsoft, il y a 10 ans de ça, ils en parlaient déjà en disant le mot de passe est mort, vive le mot de passe, ça risque de continuer encore. Donc en attendant, tant que les gens adoptent des notifications par push, des clés FIDO2 pour justement simplifier au niveau des applications, les demandes d'accès, je pense que ça va encore mettre un certain temps. Pour la partie MFA, pareil, je suis d'accord avec ce sondage, je suis peut-être plus dans la partie ça dépend. Et ok, c'est pas la panacée, mais ça reste essentiel. Ça reste le meilleur moyen aujourd'hui comme on sait qu'on a toujours les logins mot de passe, si on se fait voler, le MFA, il y a une grande chance que l'attaquant ne l'ait peut-être pas forcément. Oui. Mais après... Moi, j'étais surprise par le 58% non, parce qu'au final, comme tu le dis parfaitement bien, Jérôme, on n'a pas tellement le choix aujourd'hui. Donc, pour moi, oui, en l'état, dans la situation dans laquelle on est, oui, le MFA, c'est ultra important. 58% de non, je trouve ça très... Oui, Yasmine, toi, tu es un public d'experts. Oui, il ne faut pas oublier aussi que la France, c'est... allez, je vais me faire fact-checker là-dessus, mais ça doit être 170 000 TPE, PME.
quelque chose comme 6 000 ou 7 000 ETI et 400 grandes entreprises. D'accord. Donc, quand tu vois ça de l'œil d'un ciseau en expertise dans une société de pointe, tu n'as pas les mêmes problèmes que le TI moyenne. Et le TI moyenne, ça va être 600 ou 700 collaborateurs. Et de RSSI, il n'y a point. Donc, ça serait criminel de notre part de dire que le MFA, c'est pas bien. Le FMFA, c'est pas parfait. Ouais. Sinon, on n'aurait pas des techs voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais... Par contre, ce qui serait intéressant, parce que le sondage a été posé à des experts, c'est de poser la question des utilisateurs finaux, monsieur et madame tout le monde. Mais peut-être en changeant un peu la oui, parce que question. MFA, je pense qu'ils vont pas comprendre. Surtout de préciser phishing. Qu'est-ce qu'on entend par phishing? Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'arnaque au président. Ça, c'est justement du phishing pour pouvoir accéder à un changement que l'utilisateur lui-même va faire. Pas obligatoirement dans l'attente d'accéder à ses crédentials. On va pas vouloir, ça va pas être un attaquant qui va vouloir rentrer dans le SI ou qui va vouloir essayer de voler quelque chose. Donc là, c'est vrai que on est plus sur je trouve ça dépend, puisque ça va dépendre en fait du phishing qui va être entré. Donc pour moi, oui, le MFA va protéger un certain type d'attaque. Tout ce qui va toucher une identité externe, là-dessus, on va vraiment retrouver le MFA pas encore à la pointe, puisque maintenant on parle de biométrie, sans mot de passe, sans rien. Et de l'autre côté, par contre, le phishing, le MFA va pas protéger l'arnaque au président, va pas protéger le coup de téléphone en demandant, oui, voilà, je viens de changer les statuts de ma société, veuillez mettre à jour mon RIB. Ou même le salarié qui s'est fait usurper son ordinateur et qui va demander, voilà, je viens de changer de banque, changez-moi mon RIB. Donc c'est vrai que ça, c'est du phishing, mais sans vol d'identité. Excuse-moi, il y a peut-être des cas où le MFA, il n'est peut-être pas nécessaire à chaque fois. Il y a peut-être sur des transactions sensibles, là, c'est systématique, on ne se pose pas la question. Il faut qu'il soit le double garant, la double protection, mais pour d'autres cas, peut-être pas aussi souvent, quoi. C'est une étape, mais pas une finalité, en fait, si je peux dire. C'est ça. On parlait tout à l'heure des budgets et ça rejoint, alors une partie de ma question rejoint ce qu'a dit un internaute, donc on va faire un peu un mix des deux. Première partie, c'est comment on va évaluer justement et prioriser les investissements nécessaires pour moderniser l'infrastructure IAM. Et puis justement, moi ce que je voulais savoir, c'était est-ce que c'est des priorités pour le COMEX notamment? Et quelqu'un posait la question, enfin même pas, faisait un commentaire, il disait « Bonsoir, le grand problème reste les moyens de donner au SI, les formations et l'écoute de la direction. » C'est vrai. Ouais, c'est souvent c'est le job du... Voilà, c'est notre job. Alors, je pense que si on pose la question à un COMEX, que pensez-vous de la dette technique? Il s'en fiche. Non. Ce qu'il veut clairement, c'est qu'on lui dise combien il risque de perdre. C'est ça. C'est quoi les impacts financiers? Parce que dire qu'on continue de marcher avec une application obsolète, etc., mais elle fait le job. Est-ce que ça nous empêche d'aller vers où on va aller? Est-ce que ça, voilà. Donc là, par contre, il faut lui dire, voilà, il y a des pénalités peut-être financières, il y a peut-être des pertes, il y a peut-être il y a le régulateur, enfin... Et effectivement, là, ça va lui parler. Et effectivement, c'est ça qui va peut-être te permettre de dire, OK, on sort de là. Et après, je dirais que c'est comme une rénovation d'une maison. Aujourd'hui, on ne peut pas rénover une maison de A à Z directement. Ça prend du temps, c'est un plan. Surtout si on investit quand on peut. Voilà, on n'a pas. Voilà. Une société, c'est pareil. Moi, je prends mon cas. Du coup, quand moi je suis arrivé en juin, et puis l'un des objectifs, c'était de poser la politique cyber. Le premier truc, c'était de faire un état des lieux. Et je reprends, quand tu dis il faut faire des travaux dans une maison, on ne t'attaque pas partout. Déjà, tu priorises. Donc l'idée, c'était de faire un état des lieux et de se dire qu'est-ce que j'ai après, qu'est-ce que je peux faire tout de suite à faible coût, parce que nous, on est dans une PME. Et puis après, quelle solution j'ai du marché en face, quel prix, pour avancer sur cette sécurisation-là. On n'a pas parlé de notre cyberscore, mais... moi, je me suis livré à l'exercice de l'affinité, c'était d'avoir une note cyberscore, puis de se dire, tiens, voilà, comment se situe mon entreprise en cas d'attaque. Et puis après, d'expliquer au COMEX ou au CODIR, voilà, l'état des lieux, aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment pas terrible, on le sait, on se le dit. On peut déjà faire telles actions, comme on parlait, la gestion des mots de passe, comment les sécuriser, mettre des mots de passe plus complexes et des choses comme ça. Donc ça, on peut faire des actions vraiment tout de suite. Et puis après, des solutions comme, moi j'en parle, aujourd'hui c'est WeSecure. Moi j'ai mis un EDR WeSecure en entreprise. Donc ça me permet de superviser mes postes, mes serveurs, automatiser tout ce qui est installation de patch, mise à jour du matériel et des systèmes.
Après, on est parti sur du SOC et du SIEM pour vraiment boucler la boucle. Et quand vous expliquez ça à votre codir, et puis vous lui dites ce qu'on se disait tout à l'heure, demain, si on se fait attaquer et que vous ne pouvez plus travailler pendant une journée, une semaine, 3 semaines, vous estimez à quoi votre perte financière? Et là, en fait, ce n'est pas vous qui faites le calcul, c'est votre boss qui fait le calcul. Et il vous dit, OK, David, je signe, on y va. Et là, c'est gagnant, en fait, parce que tout le monde a compris, en fait. Et pour terminer, du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous, on est parti sur 3 ans, parce qu'il faut étaler les investissements. Il faut aussi accompagner l'équipe du SI à des nouveaux outils, à des nouvelles méthodes de gestion. Et puis, encore une fois, accompagner les utilisateurs à ce changement-là. Et donc, ça prend un peu de temps. Il faut bien prioriser, quoi. Et je pensais justement aux décisions qu'a dû prendre, on va dire, ton patron, parce que c'est sa direction, c'est vers quelle direction il veut emmener l'entreprise et comment il gère son risque. Je pensais au cas de Free. Nous, notre rôle à nous, on est un peu des Sherpas, on accompagne, on va dire, une stratégie d'entreprise, on ne décide pas quelle est la destination. Juste, on va faire ralentir le groupe, on va le faire passer par un autre chemin. Moi, par exemple, si je suis un peu cynique, je trouve que les équipes de Free, ils ont fait une bonne gestion de risque. Ils n'ont pas pris de DDoS, qui aurait pu paralyser la boîte. Ils n'ont pas pris de ransomware. Ils n'ont pas pris d'attaque de supply chain sur leur backbone qui aurait pu complètement... En gros, ils n'ont pas pris d'attaque qui aurait pu leur faire perdre beaucoup d'argent. Ils ont juste eu une énorme fuite de données. Moi, perso, je suis abonné Free. D'accord ? À aucun moment, je me suis dit, je vais résilier mon abonnement pour aller chez un tel ou un tel. Donc, ça veut dire que cette fuite de données, cette cyberattaque, elle n'a pas eu d'impact potentiellement sur le chemin de Free. Sauf que, parce que je mets quand même un sauf que, protéger une société, ce n'est pas protéger la société. Free, ils ont déjà pris 300 000 € de la CNIL pour non-respect du RGPD. Ce qui doit nous aider aussi, nous, faiseurs de cybersécurité, c'est un peu la réglementation. Des fois, on a du mal à emmener l'employeur ou la décision d'entreprise vers des choses qui seraient plus sereines pour elle. La réglementation, ça peut nous aider aussi. Alors justement, j'avais une question sur la réglementation, mais avant d'aller sur la réglementation, on va faire juste une petite pause, notamment pour ceux qui nous ont rejoints peut-être en retard. On va revenir sur les 3 grands messages de tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent. Donc le premier message à retenir, c'est la cyberattaque subie par Free est en réalité assez banale. Le vecteur d'attaque, compromission d'identité, est relativement le même dans la plupart des cas. Pour le deuxième point, c'est la dette technique est une question de procrastination avec des conséquences de long terme désastreuses. Et le troisième point, la MFA, c'est bien, mais ça ne suffit pas contre le phishing, par exemple. Cela étant, pour la plupart des entreprises, c'est déjà un horizon souhaitable, une étape, mais pas une finalité. Voilà pour le petit rappel pour ceux qui viennent parfois en cours de route. Alors, comme tu le disais, Julien, on va reprendre sur la partie réglementation, parce que c'était l'une de mes questions. Alors, une mauvaise gestion IAM peut-elle avoir un impact négatif en termes de conformité réglementaire ? Alors, oui, on peut imaginer, par exemple, lorsqu'on est sur la norme ISO 27001, on a justement des audits pour respecter cette norme. Et dans la norme, on a la gestion des identités et on a justement le respect de l'audit régulier des comptes, comme on disait tout à l'heure, de l'audit régulier des permissions. Et donc, ne pas respecter cette obligation de la norme peut nous faire perdre justement cette conformité et derrière peut impacter le business, puisque généralement quand on est certifié ISO 27001, c'est parce qu'on a des clients où on veut justement montrer un côté communication sur l'aspect normé de notre SI, et donc le fait de ne pas respecter ça, faire perdre sa réglementation, on va derrière faire perdre du business. Donc c'est vrai que voilà, on peut retrouver sur la mauvaise gestion des identités un impact sur aussi bien le business derrière. Tu as la même chose, tu retrouves ça aussi dans les réponses à appel d'offres. Des fois, tu as des critères à avoir au niveau sur les normes, comme le MFA, ça doit faire partie du NIS 2, des choses comme ça. Ou si tu n'as pas, tu n'as pas une bonne note sur ton réponse à appel d'offres. C'est ça. Puis tout à l'heure, on citait le RGPD aussi. En fait, le RGPD, derrière, si on a une mauvaise gestion de nos identités, on va avoir une compromission, pour reprendre l'exemple de Free.
On a des données personnelles et donc on rentre complètement dans le RGPD. Alors, on ne comprend pas pourquoi trop la CNIL, pour l'instant, n'a pas encore mis ces 4% ou 1 million. Hein, Ils enquêtent. Ils enquêtent, oui. Alors nous aussi, on enquête nos comptes pour être sûr que notre IBAN il n'est pas ressorti et qu'on n'a pas un prélèvement un peu suspicieux. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est une conformité réglementaire de gérer ces identités et ça peut avoir un impact énorme. Et ce serait bien voilà, qu'on ait quelques exemples à montrer qui puissent justement faire réfléchir à nos dirigeants, puisque ça reste un ROI de la cybersécurité. Puis le RGPD, bon voilà, pour un dirigeant, c'est pas fun, quoi. Même pour un DSI, c'est pas fun. Non plus. De mémoire, Free, ils avaient pris 300 000 de la CNIL il y a quelques temps parce qu'ils dégossaient pas, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, ils ne formataient pas, ils n'effaçaient pas les disques durs des Freebox quand elle revenait et qu'elle repartait, ce qui fait que tu pouvais te retrouver en tant que client final avec des photos de vacances de Madame Michu qui avait la Freebox avant. Quoi. Mais tu vois, pour moi, Julien, quand tu me dis 300 000 €, pour une petite société, c'est énorme. Pour une société comme Free, je pense vraiment que c'est rien pour... 30 000 balles sur 10 ans, quoi. Voilà. Non, mais Et en fait, du coup, je pense qu'il y a même vraiment pas un la choix provision qui- qu'ils mettent. Mais c'est un choix qui se fait, ça me coûtera c'est plus cher oui. finalement d'implémenter quelque chose que de payer les 300 000 €. Oui. Parce qu'on va revenir aux Vraiment. problématiques de sous-traitance en disant j'ai décidé ça, et je va l'ai fait coûter plus parce que cher. ça change mon modèle de coût si je fais autrement. Et donc, du coup, j'ai fait une décision entreprise. Voilà, et tout à c'est fait. de la gestion Un de risque risque j'absorbe. cynique. Voilà, gestion de C'est risque. ça. Ouais, La mais un peu gestion de cynique. risque. Et voilà. Gestion de risque. j'ai- La quantifier le risque, voilà. J'ai une question de Marc. Donc, la panne CrowdStrike, on a mis en exergue la dépendance que l'on a avec certaines entreprises américaines. Pour la gestion des comptes, quelles sont les alternatives à l'utilisation d'un Active Directory, entre parenthèses, Microsoft, pour l'accès aux postes de travail, puis aux applications? Ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde pense Secnum Cloud, souveraineté, et choses comme ça, et tout le monde met ses données en TriD. Si on a des solutions open source, du FreeIPA ou des solutions comme ça qui permettent justement de gérer des identités en sortant du carcan Microsoft, même si si on reprend la dette technique, on a tous un Active Directory qui traîne dans un coin et il faut bien le relier au futur. Quoi. Puis je pense que même que tu sois avec Microsoft ou sans Microsoft, ça t'arrivera. Voilà, Après, oui, voilà, la Moins, gestion de l'identité. mais tu l'auras quand même. Enfin, je veux dire, Après, ouais, qu'importe. c'est Je dirais que voiler la surtout, face. c'est ce que tu en fais et comment Ouais. tu le configures et quelle limite tu t'autorises à avoir. Mm. Que ce soit un Microsoft où tu mets un TriD ou autre chose, si au final tu désactives certaines configurations, bah, ça va être pareil. Tu peux être dans la presse parce que Oui, tout à quelqu'un. fait. Donc, Ouais. je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est suivant. Puis en même temps, pourquoi Microsoft aujourd'hui on est beaucoup à utiliser des messageries Office 365. Donc, ça se parle correctement, c'est souple. L'expérience utilisateur, elle est là. Enfin, voilà, donc je ne veux pas dire transparent, mais c'est fluide. tu as un environnement qui est complet, quoi. Alors, Voilà. Donc, c'est pour ça que. moi, je vais me permettre quelques éléments de réponse de ce que j'ai pu avoir sur des émissions. On a eu des émissions notamment où on parlait de la souveraineté et on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. D'un côté, on parle beaucoup de souveraineté, mais de l'autre côté, on va avoir effectivement des solutions comme celle de Microsoft qui sont largement utilisées. Et donc, j'avais posé la question à des CISO et à des DSI qui ont répondu de façon très rationnelle. Hein. À un moment donné, on pose la question parfois de l'efficacité, et tu le dis un petit peu, ça fonctionne bien, donc on continue avec en fait. Mmh. Et bon, Et tu as des compétences dessus. Voilà. Ça vaut mieux avoir un système qui est mis en place par des gens compétents, qui maîtrisent bien et qui vont le sécuriser, Oui. plutôt qu'un truc totalement exotique qui va être une passoire parce que tu ne trouves pas les compétences sur le marché. Puis surtout après- en tant que DSI et RSSI, j'imagine que vous avez des comptes à rendre. C'est-à-dire que quand vous choisissez une solution, il faut que ça marche. Il faut qu'elle soit pérenne et qu'elle soit fonctionnelle, oui. Et puis, oui, c'est... Il y a le ratio qualité-coût aussi qui Voilà. rentre en compte. Et puis, changer de techno, ça a un coût aussi. Mais ça quoi. revenait à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. C'est compliqué Donc, de passer d'une technologie à une autre. Parce que, ouais. c'est des coûts du change, supplémentaires. c'est du Ouais. changement. Ouais. Enfin, Alors j'ai une autre question de Charles. Qu'en est-il des comptes de services et identités non humaines, par exemple l'identité des applications, qui ne peuvent pas supporter des solutions de sécurité comme le MFA et qui se multiplient dans nos environnements cloud? Comment gérer ce risque grandissant? Alors là, je dirais que déjà, c'est pas les auditer, mais les recertifier, s'assurer qu'on n'a pas, parce que dans ces comptes-là, les comptes dormants, là, les comptes qui ont été utilisés à une époque, qui ont des accès, souvent des accès un peu étendus, il n'y a pas d'humain derrière, on est tous à en avoir dans nos Active Directory, dans nos annuaires, En générique. les comptes génériques, voilà, sans savoir. Et en plus, comme c'est des comptes qui sont... On a tellement un peu peur, enfin, côté métier, de couper quelque chose et qui va faire
planter une machine, une application à un flux financier, quoi que ce soit, effectivement, c'est les plus, je ne vais pas dire les plus critiques, mais c'est, je vais utiliser le terme anglais, les plus touchy, quoi. Donc, je dirais que là, déjà, la première chose serait peut-être déjà de savoir combien j'en ai, les auditer, savoir combien les dernières fois qu'ils ont été utilisés, les derniers logins, login. Ça peut peut-être permettre de décréter, enfin de supprimer, alors idéalement un grand nombre, ça serait idéal. Et après, de commencer à regarder, alors trouver maintenant, c'est de partir à la pêche à l'info, c'est de trouver où est-ce qu'ils sont utilisés, qui est le responsable de l'application. Alors là, on rentre vraiment dans la spéléo. Si tu coupes, ça donne quoi? Et après, dans le jeu de gagne terrain, on va dire, de l'attaquant sur un AD on-premise, c'est-à-dire une fois qu'il est sur un système, tu as des écoutilles que tu vas mettre dans son système entre des tiers, où tu as un tiers avec des utilisateurs, après un tiers avec des serveurs, après ton tiers avec ton Active Directory. Donc ça se design correctement. Donc t'es pas... c'est sûr que si tu mets des comptes de service qui sont communs sur l'ensemble de tes tiers, tu as perdu. Donc ça veut dire qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre aussi. Et toujours pareil, framework d'UNIST, j'identifie, j'audite, je contrôle, je détecte. C'est des B.A.-ba, quoi. Et puis tout à l'heure, on parlait d'auditer les comptes admin, mais ça reste aussi, en gros, des comptes à risque qu'il va falloir identifier. Et ils ont aussi un audit à faire, alors, plus ou moins régulier en fonction de la criticité du compte qu'on détermine. Et puis derrière, si on arrive à mettre un secret ou une modification en fait, de ce compte de service, de le mettre le plus court possible pour qu'il puisse expirer si on n'a pas fait ses revues de compte. Et donc, comme ça, on a une sécurité supplémentaire en se disant le compte ne va pas rester à dormir, mais il va pouvoir être audité et justement remis à jour. Tu as contraint le process de revue et grosso modo, si tu ne le fais pas, ça ne marche plus, quoi. C'est ça. Ouais, et puis en complément de ce qui peut être, ce qui peut aider à les contrôler un peu mieux, c'est le moindre privilège. C'est de s'assurer qu'on lui donne à ces comptes-là seulement le nécessaire. C'est pas évident, parce que souvent, enfin même avec des fois des constructeurs, ils nous demandent de créer des comptes de service et ils nous demandent, il faut qu'il ait accès à tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est facile à dire, mais dans la pratique, c'est pas évident toujours à y accéder. Et puis après, je dirais, c'est comme pour faire discuter deux environnements via API, c'est d'aller sur des protocoles plus sécurisés comme OAuth, pour pouvoir éviter d'avoir toujours le couple login-mot de passe, quand c'est possible. Donc je ne sais pas si on a listé tous les éléments qui peuvent aider, mais déjà, il y a déjà plein de basiques qu'on peut faire, quoi. Alors, j'arrive à la fin de cette émission parce qu'il ne me reste qu'une seule question. Donc la dernière, quelles sont les meilleures pratiques pour maintenir une gouvernance des identités efficace tout en travaillant à la réduction de la dette technique? Comment gérer le en même temps cyber? Je pense que c'est un mix de tout ce qu'on s'est dit depuis le début. Pour moi, il y a le traitement de l'obsolescence qui est quotidien, en fait. Ça, c'est les systèmes, le matériel, chaque année, il prend une année de plus. Donc, il faut être vigilant et gérer sa dette technique et système. Ensuite, après, je pense qu'il y a des bonnes pratiques, comme on l'a dit, et sans répéter, sur la gestion des mots de passe. Se faire régulièrement auditer ou se faire un check de son AD. Et puis, s'entourer de bonnes solutions comme, je reviens sur les EDR, le SOC, le NDR, les choses comme ça. Pour moi, ça, c'est les bonnes pratiques. Oui, c'est ça, c'est une revue des droits régulière avec l'audit des comptes, à risque ou autre. On a parlé aussi de matrice d'habilitation, de se dire que telle personne avec le système du moindre privilège, de se dire tel compte ou telle identité doit être la plus proche du métier. Et puis pourquoi pas aussi une automatisation des accès avec un PIM, de se dire on peut essayer de monter, ou on va pouvoir, une identité va pouvoir monter en droit, mais avec derrière soit une validation automatique ou pas des différents métiers concernés. Tu as dit un mot qui me plaît bien, moi, c'est l'automatisation. Ouais. Et tu as parlé aussi, toi, David, de détection. L'automatisation, typiquement, je disais, quand on fait de la dette technique, on a pris une photo à l'instant T d'un état des lieux. L'état des lieux qui va changer, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir des vulnérabilités, est-ce que la menace va augmenter autour de son système, ça, je sais l'automatiser.
Le mot savant, aujourd'hui, maintenant, Gartner parle de CTEM, de Continuous Threat Exposure Management. Je vais regarder en permanence, et pas uniquement d'ailleurs la partie technique, je vais regarder mes utilisateurs, des choses comme ça, mes domaines, et je vais regarder si mon risque évolue. D'accord? Donc ça veut dire que quelque chose que je ne vais pas faire naturellement, parce que faire de la revue, ça embête tout le monde, alors on a d'autres choses à faire, enfin en tout cas on a d'autres priorités, je vais l'automatiser et je vais garder cet œil là-dessus. Et ce qui est rigolo, c'est que tu as cité plein de techno, DR, quelque chose. Alors, tu n'as pas dit le XDR, parce que généralement, on le schtroumpfe toujours un petit peu celui-là, mais typiquement, il y a des technos, on va dire ITDR, où on sait faire de la détection aussi au-dessus de l'identité, ce qui va se passer par exemple sur un Entra. C'est-à-dire, Identify, c'est hyper important. Protect, on parlait d'accès conditionnel, de MFA, c'est très important, mais je sais que j'arriverai jamais à faire ça parfaitement. Donc je peux compenser avec de la détection. Ouais, puis après la dette technique, s'il faudrait conclure sur quelque chose, ce serait de se dire, faut déjà recenser les endroits, l'écosystème, enfin les environnements, l'environnement dans notre écosystème qui est obsolète. Et puis après faire une analyse de risque, est-ce que je dois le changer, est-ce que ça peut attendre, et après c'est une décision, c'est une stratégie. En tout cas, ne rien faire parce que ça coûte plus rien, ça coûte pas cher, c'est pas une option. Ouais, on voit maintenant aujourd'hui tous ceux qui ont décidé de ne rien faire, au bout d'un moment, ils le payent parce qu'ils se retrouvent comme free peut-être, sous les fous des projecteurs. On les a habillés, là, je pense, ce soir. Ce soir, ouais, mais ils ont quand même, on n'est pas les seuls. Je crois que j'ai reçu un SMS, ils m'ont coupé ma ligne. Après, ils nous ont bien aidés pour donner un exemple. Mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir également répondu aux questions du public. Je remercie le public qui nous a suivis en live. Vous avez été nombreux à commenter. Malheureusement, je ne pouvais pas poser toutes vos questions, mais je les ai bien lues. On remercie également notre partenaire ce soir qui était WithSecure, qui vous met aussi à disposition un livre blanc qui va avec la thématique de ce soir. N'oubliez pas, pour ceux qui nous voient en replay sur YouTube, de commenter, de liker et surtout de vous abonner pour qu'on continue à vous créer du contenu. On se revoit bientôt puisque notre prochaine émission est jeudi. Et donc, je vous dis à tous bonne soirée et merci encore à nos intervenants. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir.